à Vidange. Aujourd'hui, avec moi, j'ai Joanna Massé, qui est un candidate chercheuse au post-doc de l'Université Queen's pour le centre de recherche. Là, je l'ai vu en anglais. Si on le traduit en français, c'est le centre de recherche En politique politique. internationale de défense. Ouais, c'est ça, hein, parce qu'il existe juste en anglais, en fait, là. Le Center for International and Defense Policy. Donc, à l'Université Queen's. Tout d'abord, merci d'être avec nous. Je vous laisserai peut-être juste vous présenter un petit peu votre parcours, comment est-ce que vous en êtes venu, en fait, pour rendre jusqu'au postdoc, puis vos champs d'intérêt aussi, dans quoi vous vous concentrez. Déjà, merci de m'accueillir avec vous ce matin. Comme tu l'as dit, je m'appelle Joanna Massé et je suis chercheuse postdoctorale. J'ai eu mon doctorat à l'Université Laval en juin 2021. Le temps passe vite. Comment dire, mon doctorat a été long, donc j'ai fait en sciences politiques et auparavant, enfin, comme ça peut s'entendre sur mon accent, je viens de France. Ok. Avant, comment dire, le Québec, j'ai fait un master 2 en relations internationales à la Sorbonne. Ok. Et avant ça, j'étais en échange d'ailleurs en Irlande. Pour moi, ça a toujours été la science politique, même si à un moment, j'ai fait des études de droit pour essayer de dire si ça ne fonctionnait pas, j'aurais quelque chose pour me retomber et avoir quelque chose pour me nourrir. Ouais. Finalement, j'ai fait un doctorat. Ouais. C'est que parfois, les choses arrivent, on ne sait pas vraiment Ouais. pourquoi. Mais voilà. Et aujourd'hui, je suis à Queen's. J'ai un peu changé de sujet d'étude, mais c'est toujours sur les stéréotypes genrés et la manière dont on conceptualise femmes et conflits, masculinité et féminité, et comment, en fait, la manière dont on se représente les choses tend à influencer la manière dont les choses se passent. Puis, comment est-ce que vous en êtes venu à développer un intérêt pour ce type de sujet, vraiment les stéréotypes genrés, puis le rôle féminin dans les conflits? En fait, cet intérêt est né d'une frustration sur la manière dont les femmes étaient représentées. Et sur cette tendance à essentialiser, donc à réduire à une certaine image les femmes, alors que les hommes étaient présentés dans des termes rationnels, logiques, avec une visée, un objectif, et que donc l'action politique arrivait à cet objectif. La manière dont les femmes étaient représentées avec la mise en avant de leurs émotions, de leur famille, et cette idée de pauvre femme qui était derrière, ça me frustrait énormément parce que c'était l'idée que les femmes ont droit d'utiliser la violence comme tout le monde. On peut être de mauvaise humeur comme tout le monde. C'est associer l'idée que les femmes sont intrinsèquement pacifiques. Et c'est une idée qui elle-même a été à un moment défendue par les féministes parce que c'était une manière d'accéder à une voie politique, de dire on est différente, on est pour la paix, donc entendez-nous. Mais à la fin, c'est toujours une manière de réduire en disant si les femmes sont associées à la paix, eh ben, c'est une manière d'invisibiliser toutes les femmes qui ne répondent pas à cette manière de représenter les femmes. Ouais, puis c'est comme si on leur donnait pas de place, en fait, parmi les hommes pour défendre que ce soit des valeurs, leur nation. Puis j'ai l'impression qu'on le voit un petit peu, par exemple, avec le conflit en Ukraine en ce moment. Les médias parlent beaucoup de toutes ces femmes qui partent avec les enfants, puis les hommes qui sont obligés de rester derrière. Mais puis finalement, on parle rarement du fait que je pense que c'est presque un quart de l'armée ukrainienne en ce moment qui est composée de femmes. Puis j'ai l'impression que c'est ça qu'il y a une espèce un peu de propagande par les médias, ou que les médias participent un peu en tout cas à la construction de ces stéréotypes. Tout à fait, parce que ça confirme notre idée et qui sont très occidentales il y a le bien, il y a le mal, on va les sauver parce qu'on est civilisé par rapport aux autres et que dans un pays civilisé, les femmes sont pacifiques et les hommes défendent les femmes
Et pour revenir à cette idée de frustration, les hommes peuvent utiliser la violence et on accepte et on explique. Et lorsque les hommes utilisent la paix comment dire, agissent pour la paix, là c'est félicitations, il est allé contre sa nature, il a dépassé sa nature violente, alors que les femmes, on les met au contraire, c'est la réaction contraire qui se passe. Puis est-ce que, par contre, c'est ça, vous avez parlé, c'est une vision très occidentale. Je sais que vous avez fait un travail de recherche, même terrain, dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Donc, est-ce qu'au Moyen-Orient, où c'est une culture qui est différente quand même de celle occidentale, est-ce que c'est un peu la même vision? Ou est-ce qu'on a une vision différente du rôle de la femme dans un contexte de violence où l'utilisation de la violence est-il plus légitimée chez la femme au même titre que chez l'homme au Moyen-Orient? Alors, quand je dis que c'est une vision occidentale, il y a le fait que cette vision occidentale est quand même là depuis un petit moment et qu'elle a influencé fortement la vision des autres cultures. Ouais, tout à fait. Et notamment pour avoir un écho dans les médias occidentaux, ce jeu sur ces représentations féminines et masculines. Il y a aussi la place, comment dire, de la religion dans tout ça, qui va tendre à séparer ce qu'on appelle la sphère masculine de l'action politique et la sphère féminine de protection de l'unité familiale. Dans le cas du conflit israélo-palestinien, c'est un conflit qui dure depuis très longtemps. Ouais. Et ça a beaucoup changé ce jeu sur les représentations. Notamment, on voit, première intifada, donc ça a vraiment fait une sorte de rupture. Et la seconde intifada, là, on est vraiment devenu religieux. Et donc, il y a eu cette mise en arrière, on va dire, de l'engagement féminin. Et donc, on se repose plus sur ces stéréotypes de la mère qu'il faut défendre. Mais en fait, c'est intéressant que au tout début, quand on regarde les médias, comment ils retransmettent leurs informations, il y a beaucoup moins cette nature genrée et cette attention sur, par exemple, les détails physiques, les cheveux ou la beauté ou des choses comme ça pour caractériser une militante qu'on voit du côté occidental. OK. Puis, est-ce que, parce que quand je faisais justement mes recherches en préparation, j'avais l'impression aussi que même au niveau universitaire, les travaux de recherche, on tend beaucoup à faire des travaux où on parle moins du rôle des femmes actives dans les conflits, mais plutôt les conséquences que ces conflits-là vont avoir pour eux. Est-ce qu'il y a comme justement un manquement universitaire ou est-ce qu'en tout cas, il faudrait que ça se développe plus l'étude du rôle des femmes qui apprennent activement pour justement contrebalancer un peu les travaux qui sont déjà faits, mais qui montrent juste les femmes comme des victimes, si on peut dire, ou qui subissent les conséquences des conflits et des guerres? Après, comment dire, il y a de plus en plus de travaux qui remarquent le rôle des femmes et il y a eu une grande évolution au cours des dernières années, donc un bon pas dans la bonne direction. Mais il faut aussi remarquer que c'est un sujet qui est très difficile à étudier parce que à cause de ces représentations, le rôle des femmes ne sera pas aussi visible, aussi publicisé, et notamment dans des organisations illégitimes qui ne vont pas, comment dire, montrer à tout le monde leur structure interne ou le nom de leurs militants. Et donc, ça peut être très difficile d'avoir accès à des données et encore plus à des données, comment dire, quantifiables comme on aime dans le monde scientifique. Mais il y a de plus en plus de travaux qui vont dans ce sens, qui montrent notamment le fait qui portent l'attention sur ces fonctions, on va dire, de logistique, ces fonctions d'arrière-plan qu'on n'avait pas forcément en tête parce que, encore une fois, quand on parle de groupes révolutionnaires, militants, terroristes, on pense directement aux combattants. On pense à celui qui a une bombe, on pense à celui qui a une Kalachnikov. Et tu remarqueras que je dis celui,
Parce que Ouais. dans la plupart de notre esprit, directement, c'est un homme. Et encore plus depuis 2001 et la guerre contre le terrorisme, c'est un homme musulman. Ouais. Parce que cette idée de dire que c'est la figure du terroriste. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu tant de problèmes dans les 10 dernières années de reconnaître le problème de la violence d'extrême droite. Parce qu'on avait cette idée que c'est ça à quoi ressemble un terroriste. Un homme musulman, barbu, idéologique. Et c'est le problème parce que quand on a des images qui sont aussi fortes, on tend comment dire, à ne pas regarder la réalité. Et la réalité, c'est que ce sont des organisations qui ont besoin de personnel dans différentes fonctions et occupations. Et quand on regarde à des choses comme le recrutement, le financement, la logistique, on voit que cette image ne correspond pas forcément à la réalité et qu'il y a des femmes. Puis là, vous avez parlé justement un peu de logistique, recrutement. Quand les femmes prennent un rôle actif dans les conflits armés, dans des organisations, est-ce qu'on les voit occuper les mêmes positions que des hommes ou est-ce qu'ils vont vraiment avoir quand même des occupations, des responsabilités qui sont distinctes? Parce que en Ukraine, par exemple, on a vu des femmes avec des kalachnikovs, on a vu des femmes qui sont sur la ligne de combat aussi. Est-ce qu'en général, dans les organisations, les conflits, on va avoir une séparation des rôles ou est-ce qu'on peut avoir un mélange vraiment homme-femme dans les responsabilités? Alors, ça dépend réellement de la nature des organisations et de la nature des groupes, mais oui et non, dans le sens où on voit des femmes, historiquement et dans les groupes, les femmes se sont investies dans toutes les sphères de l'activité violente. On en a vu à la tête de groupes terroristes, l'armée rouge japonaise. On a vu idéologique, l'armée rouge allemande, la Rote Fraction Army. On en a vu donc dans le recrutement, on a vu dans le financement. Après, au-delà de ça, c'est sûr que c'est la proportion. Dans des groupes nationalistes, de ce qu'on sait, les femmes auraient tendance à être plus réparties de manière égale sur toutes les occupations possibles. Alors que les groupes qui sont religieux, notamment, vont réduire les femmes à vraiment des fonctions plus logistiques où elles ne sont pas sur le terrain. Le truc, c'est qu'avec les conflits et notamment la guerre, le sexe, le genre, à la fin, c'est pas si important que ça, parce qu'il faut seulement quelqu'un qui défende et qui tienne une arme. Et c'est pour ça que quand on vit une situation de combat réel, et je veux dire d'occupation ou d'attaque, comme c'est l'Ukraine, c'est normal de voir les femmes aussi investies. Après, l'Ukraine, avant même, depuis, je pense, 2017, avait autorisé les femmes dans son armée. Je ne sais pas si ça va jusqu'à 25%, je l'admets, parce que ça fait beaucoup pour moins, tous les pays. Peut-être un peu moins, parce que je sais que la France aussi, par exemple, est à 15% environ, justement, puis je pense que c'est une des armées qui est reconnue comme ayant le plus de femmes qui sont actives dans ses rangs. Fait que 25, peut-être, c'est peut-être un chiffre un peu boosté. Ça aide toujours de booster les chiffres. Ouais. Mais il y a aussi le fait que tous ces chiffres-là, et ça peut mener en erreur dans le sens que là, ça va être l'engagement dans des forces régulières où on tient des comptes, des statistiques sur le nombre de personnes engagées officiellement, légitimement. Le fait est que pour beaucoup, notamment dans les situations de conflit, les formes de l'engagement deviennent beaucoup plus flexibles. Et pour faire un lien avec ma recherche, une des choses qui m'avait frappée, c'est lors d'un entretien en Irlande du Nord. Donc j'interrogeais une femme chez elle et qui m'expliquait que donc elle avait
elle n'avait pas pu participer au conflit, parce qu'elle avait des enfants notamment, et que donc elle n'avait pas rejoint un groupe ou quoi que ce soit. Mais donc elle m'explique le contexte et tout ça. Et au bout d'un moment, elle m'explique que quand elle rentrait chez elle, après l'école, après le travail, elle faisait des bombes Molotov dans son salon. Et que c'était classique parce que tout le monde le faisait à cette époque-là. C'était pas vu comme participer au mouvement. C'était juste vu comme un soutien communautaire. Ok, ouais. Fait que ça comptait pas vraiment dans leur tête à eux, mais finalement, c'est quand même, quand on le regarde avec du recul, c'est quand même de participer, prendre activement part au soutien. Après, avec du recul, c'est ma perspective de quelqu'un qui n'a jamais vécu un conflit. Et moi, ça m'avait, comment dire, choquée. Mais pour eux, ça paraissait normal. Et chez les femmes, ces modes d'engagement sont très courants dans le sens où tu as ton voisin qui est poursuivi par les forces de police, ton voisin que tu connais depuis 20 ans. Tu ne vas pas réfléchir, tu vas l'accueillir chez toi et le cacher des forces de police. Dans un tel contexte de conflit, c'est de l'aide à un terroriste pour les forces, dans ce cas-là, britanniques. Ou qui pourraient être totalement des forces israéliennes dans le cas du conflit israélo-palestinien. Mais pour eux, c'est seulement de l'action, c'est seulement être un bon voisin et participer à la résistance, mais de manière très indirecte. Ouais, c'est presque une réaction normale, en fait, pour eux. Ça va de soi de faire ce geste. Ça m'amène à parler les motivations qui font que les femmes prennent part à ces conflits. Toujours, quand je faisais un peu mes recherches, j'avais l'impression que souvent, les hommes essayaient un peu de récupérer puis de s'attribuer la participation des femmes, qui disaient que les femmes étaient soit forcées, soit très influencées par leur mari, par leur famille, par un entourage masculin. Puis, c'était dans le contexte du conflit israélo-palestinien, justement. Je me souviens plus de l'auteur, mais qui avait fait des interviews, puis où les femmes disaient qu'au contraire, pas du tout, ça vient d'eux-mêmes, puis que les hommes, parfois, ou les médias, la propagande va avoir tendance à essayer d'utiliser leur participation pour appuyer encore les stéréotypes de c'est l'homme qui mène, c'est l'homme qui dirige quand il y a un conflit armé. Vous, dans vos travaux, est-ce que vous avez remarqué justement que les femmes c'est pas nécessairement les hommes ou le côté masculin qui va pousser les femmes à agir, mais que c'est eux-mêmes à part entière qui décident de prendre part à ces conflits? Ça amène à une question qui est très délicate, et c'est celle de l'agentivité. Et de comment on caractérise une action autonome. Qu'est-ce qui fait qu'on agit de notre propre choix? Et ces chercheurs qui maintenant sont minoritaires, tous ceux qui disaient que c'était, et certains disaient que c'était la faute à une structure patriarcale et que donc la société créée par les hommes, on va dire, et que le contexte avait poussé les femmes à aller contre leur nature pour seulement survivre, ou alors elles avaient été manipulées par leurs proches, leurs maris, pour engager de tels actes. Et c'est à quel moment on dit que c'est une manipulation, dans le sens où, encore une fois, ces personnes-là vivent une situation de conflit. C'est des personnes qui, quand elles, à une époque, parfois toujours le cas pour la Palestine, mais le fait de devoir être fouillé constamment à chaque fois qu'on sort pour faire des courses, ou de voir des personnes être victimes de violences par des forces militaires, et la violence de tous les jours. Et c'est la question de est-ce que ça a un effet sur qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on est prêt à faire, et certaines personnes ne vont jamais s'engager dans la violence. Ça, il ne faut pas croire que c'est automatique. Mais de là à dire manipuler, est-ce que je suis manipulée quand je passe devant Starbucks qui essaye de me vendre des cafés et que je sais que j'ai besoin de caféine, et que... Enfin,
la métaphore est totalement perdue. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est de réellement aller voir les personnes et leur demander. Et c'est parce que trop souvent, parce que c'est des questions aussi de violence politique et qu'il y a cette idée qu'on ne devrait pas faire parler les personnes qui commettent des actes de violence politique parce que c'est pas bien. Mais si tu veux comprendre un phénomène, au-delà du bien et du mal, il faut comprendre comment la personne voit sa réalité et comment elle explique son acte et pourquoi, quelles sont même si tu ne partages pas ses opinions, voir comment elle explique ce qui l'a mené à une telle action. Et après, tu peux avoir une position critique par rapport à ces explications. Mais ça reste que si on ne donne pas la parole à ces personnes, et encore moins si on ne donne pas la parole aux femmes, on peut toujours leur prêter des intentions qui ne font aucun sens. Donc, Puis, si on se rapproche un peu des travaux que vous avez faits dans le conflit israélo-palestinien et dans le cas de l'Irlande du Nord, est-ce que les enjeux de sécurité sont les mêmes, malgré que ces deux régions qui sont très éloignées? Est-ce que les enjeux de sécurité pour les femmes sont les mêmes dans le cas des deux conflits? Puis aussi les motivations qui les poussent à s'impliquer. Est-ce qu'on a des différences idéologiques ou est-ce que finalement les raisons pour lesquelles on va s'impliquer dans un conflit sont similaires d'un endroit à l'autre? Comme je l'ai dit précédemment, le problème avec le conflit israélo-palestinien, c'est qu'il est long et que ça a changé en cours de route. Mais sur la période sur laquelle je me suis vraiment intéressée, c'était à partir de 1967, qui est le début de l'occupation, jusqu'à à peu près l'accord d'Oslo. Donc la fin de la première intifada. Et ce qui était intéressant, c'est que je voulais comparer sur plus ou moins cette même période ce qui se passait en Irlande du Nord, les troubles nord-irlandais ayant commencé en 1968 et l'accord de paix du Vendredi Saint étant en 1998. Donc c'était presque la même période, mais à deux points dramatiquement différents. Et l'autre chose qui était intéressante, c'est que dans le cas du conflit israélo-palestinien, avant l'occupation, israélienne, c'était un système de mandat britannique. Donc il y avait cette même, structure légale britannique que l'on retrouve dans les deux pays. Et c'est ça qui est intéressant parce que, par exemple, sur les enjeux de sécurité, encore aujourd'hui, on retrouve en Palestine, il y a la question, par exemple, de la détention provisoire, qui est le fait qu'on peut se faire arrêter et maintenir en détention provisoire sans qu'on sache pourquoi et sans qu'il y ait de délai. Et être mis en prison pendant un certain temps sans... Pratique assez arbitraire, disons. Mais ce système-là a été inventé par les Britanniques dans leurs colonies et notamment en Irlande du Nord sur cette question de la détention administrative. Sur la question aussi, et là ça devient un peu hardcore, mais sur la question de qu'est-ce qui constitue un acte de torture. Eh bien, c'est légalement et même internationalement les critères d'un acte de torture qui ont été demandés dans le cas clarifiés dans le cas de la Palestine. C'est les mêmes critères qui ont été utilisés en Irlande du Nord, vu que les Britanniques se sont fait poursuivre par la Cour européenne à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'éléments sécuritaires qui sont similaires et la manière dont les femmes ont répondu à ces deux conflits et ces deux situations d'occupation aussi ont été similaires parce que, évidemment, à cause des stéréotypes, ce que les forces occupantes, donc l'Angleterre d'un côté et Israël de l'autre, ont fait, c'était réellement cibler les hommes en premier. C'était cette idée que l'élément dangereux, c'était les hommes.
Et donc, il y a eu ces questions d'arrestation massive. Encore une fois, dans les deux pays, ça a été fait. Et qui a laissé aux femmes la responsabilité notamment de s'occuper de tout en absence des hommes, la protection de la famille, mais aussi défendre les quartiers et les choses comme ça. Et sur le fait que les femmes étaient considérées comme pas dangereuses. Donc il y avait aussi cette idée qu'elles pouvaient être plus mobiles parce qu'on ne faisait pas attention à elles. Et dans les deux cas, c'est comme ça qu'elles ont commencé à s'organiser. Et aussi jouer sur cette idée de la mère pour manifester, pour ne pas hésiter à confronter le soldat, notamment en utilisant ce rôle de mère et en disant, il y a toujours cette histoire en Palestine où un soldat attaque un jeune homme et une femme palestinienne va à sa défense en lui disant c'est mon fils et en fait l'histoire c'est que en fait ce sont tous mes fils parce que ce sont tous des fils de la Palestine et c'est cette même logique qu'on retrouve aussi dans le côté républicain du conflit nord-irlandais, cette idée que les femmes ont investi la sphère publique là où les hommes avaient disparu parce qu'emprisonnés, et donc se sont organisés d'une manière très similaire. Puis, est-ce qu'on pouvait dire que des fois, les femmes, dans certains types de conflits, dans certains contextes, sont victimes d'une double oppression, qu'elles étaient déjà victimes du système patriarcal ou de l'oppression des hommes chez eux, puis qu'en plus, elles vont être victimes de l'oppression faite soit par les occupants, soit par les ennemis dans un conflit? Une dimension qui n'est pas nécessairement chez les hommes, où les hommes ont peut-être moins d'oppression par le système en tant que tel dans lequel ils sont. Après, quand on parle, oui et non, dans le sens où il faut être prudent quand on parle de ce genre, dans le sens où toutes les femmes ne s'engagent pas, et ça c'est important de le dire, toutes les femmes ne s'engagent pas dans un conflit, dans une idée de libération de la condition féminine. C'est pas parce qu'on prend les armes qu'on est féministe. Non, absolument pas. Non, parce que beaucoup vont pas voir la dimension du genre dans leur action. C'est vraiment la dimension nationaliste qui va primer sur leur identité et dire il faut défendre la patrie, c'est ça qui est important, et donc ne pas voir la différence. Ça, c'est une chose. De l'autre, après, c'est sûr que d'un point de vue extérieur, c'est des sociétés où les femmes n'ont pas forcément accès aux mêmes droits que les hommes. Et que donc, on peut dire qu'il y a une double oppression de ce côté-là. Mais c'est toujours difficile. Et dans ce cas-là, ce serait plus mon regard que leur regard, parce que c'est aussi une manière de voir les choses. Dans les pays aussi occidentaux, on a cette idée de dire qu'il faut que les femmes soient l'égale des hommes. Pour beaucoup de pays, et notamment, arabes, il y a cette idée chez les femmes qu'on retrouve que non, il ne faut pas que les femmes soient l'égale des hommes, parce qu'elles sont complémentaires. C'est pas une idée d'être sur le même niveau et d'avoir accès aux mêmes choses. C'est l'idée que chacun a son rôle et chacun a sa sphère d'actualité. Et c'est une autre manière de voir cette égalité. Mais c'est différent de ce que on pourrait dire de cette oppression que l'on caractérise. Ok, ouais, je comprends la dynamique qui n'est pas pareille d'une culture à l'autre. Puis j'imagine aussi que justement, il y a une espèce d'aspect aussi religieux qui peut rentrer en ligne de compte. Si on prend le conflit israélo-palestinien, par exemple, versus celui qui est arrivé en Irlande du Nord, la religion doit venir un petit peu influencer sur comment est-ce qu'on définit le rôle de chaque sexe. Puis, après, ça aussi, c'est rigolo et ça a beaucoup changé dans le sens où dans le cadre du conflit israélo-palestinien, c'est réellement à la seconde intifada que les groupes religieux ont pris en force. C'est venu à partir de Gaza
Et comment dire, il y a cette question que cette puissance grandissante à l'époque des groupes religieux a été aussi fortement, comment dire, alimentée par les forces israéliennes pour causer une fragmentation. Mais à la base, la religion, on a tendance à voir ces conflits comme religieux, mais la dimension religieuse, vraiment pas importante. C'était plus la religion dans un, comment dire, dans une dimension culturelle. Et que parce que le conflit israélo-palestinien, c'est aussi toutes les communautés arabes chrétiennes. Ça, on a tendance à l'oublier. Dans le cas de l'Irlande du Nord, oui, on va tendance ça a été, comment dire, parfois présenté en tant que les catholiques contre les protestants. La dimension, non, c'est surtout de nos jours, enfin, personne ne va à la messe. La dimension religieuse, c'est plus culturel qu'autre chose, un signe distinctif qu'on a hérité de nos parents, plus ou moins, mais il faut vraiment... La religion peut être utilisée politiquement, ça c'est sûr, mais comment dire, la religion est souvent un bouc émissaire dans ce genre de conflit. C'est toujours des intérêts politiques. Puis justement, à la sortie de ces conflits, puis là peut-être plus pour le cas de l'Irlande du Nord, parce que israélo-palestinien, c'est encore en cours de développement, est-ce qu'on voit des conséquences qui sont différentes pour les hommes que pour les femmes à la sortie de ces conflits? Puis est-ce qu'on, avec le temps, est-ce qu'on a la même reconnaissance? Est-ce qu'on commence à reconnaître un peu plus le rôle que les femmes ont joué dans ces conflits? Qu'on le faisait peut-être moins avant, justement, parce qu'on en parlait moins, parce qu'il y avait moins de recherche, moins d'attention qui était portée là-dessus? Le cas de l'Irlande du Nord est très intéressant pour cette fin de conflit, dans le sens que au tout début, on va dire, de la fin de conflit, il y a eu cette tendance à vouloir écarter les femmes, et notamment des négociations de paix, en disant, et c'est aussi quelque chose qu'on voit dans d'autres contextes, mais de dire, donc maintenant, on va faire les choses sérieusement, laisser la place aux hommes pour discuter avec... comment dire, politique et choses importantes. Sauf que les femmes nord-irlandaises se sont vraiment mobilisées, et elles se sont mobilisées des deux côtés, aussi bien du côté loyaliste protestant que du côté catholique républicain, notamment sous cette rhétorique de dire, comment dire, c'est nous les victimes de ce conflit qui a duré trop longtemps. Comment dire, si on avait été au pouvoir, les choses se seraient pas passées de la même chose. Donc on veut être à la table des négociations pour voir comment dire, les choses avancer. Et elles ont réussi au tout début à réellement agir et à faire reconnaître. Et il y a eu beaucoup d'initiatives de ce côté-là. Et les femmes, comment dire, politiquement, elles sont engagées et visibles comment dire, en Irlande du Nord. On voit des partis. Est-ce que ça a vraiment aidé? Il y a toujours cette accusation de tokenisme par les organisations, et cette manière de dire, on va se servir des femmes. On va prendre la femme de service et dire, voyez à quel point on est développé, voyez à quel point on est pour l'égalité. Et comme on est avancé, on est sur la bonne route. Mais il y a encore un gros chemin à faire pour comment dire, l'égalité des femmes. Et notamment, on voit ça l'Irlande du Nord. Comment dire, le droit à l'avortement. Ça a pris un certain temps. Et tout ce qui est, comment dire, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que, en Irlande du Nord, la condition féminine, comment dire, ait l'attention qu'elle mérite et les droits qu'elle mérite. Mais il y a eu à la fin, et je pense que c'est lié notamment à l'engagement des femmes au cours de conflits, cette reconnaissance que
il fallait accepter les femmes aux négociations parce que de toute façon, on ne peut pas parler d'un conflit si on met de côté 50% de la population. Puis je me demandais, est-ce que des fois, justement, cette espèce de dynamique où les hommes vont vouloir négocier, vont vouloir tout décider pour l'entièreté de la population et donc pour la moitié qui est composée de femmes, est-ce que des fois ça pouvait créer une dynamique de rapprochement entre des femmes des deux camps, puis alimenter justement une espèce de discussion, euh, pas dans le background parce que finalement après ils se sont fait d'entendre, mais est-ce qu'au début c'est ça, ça peut créer des relations entre les femmes des deux camps, puis aider au processus de paix ou au processus de négociation? Ouais, ça a été ça, comment dire, en Irlande du Nord, en disant que c'était l'idée de dépasser la politique politicienne Mhm. et vraiment, comment dire, avoir l'attention sur ce qui est important, sur la paix. Et c'est pour ça qu'on voit aussi des rapprochements entre groupes féminins des deux côtés quand c'est sur des questions spécifiques. Mhm. Sur la question des violences sexuelles. Il y a eu des actions communes, notamment à cette époque, pour faire changer les choses et dire euh, il faut a woman's touch Mhm. et ces questions. Dans le cas de l'Israël et de la Palestine, oui, il y a eu des initiatives, mais ça a été beaucoup moins une réussite. Dans le sens que, au-delà de dire que ces groupes ont un élément commun, et le fait que ce soit des femmes, euh, c'était l'idée que ces femmes ne vivent pas la même situation et que c'est très très difficile d'écarter cette dimension politique dans le sens que certains groupes palestiniens notamment, comment dire, étaient frustrés avec la conception de certains groupes féministes israéliens qui, notamment, ne voulaient pas reconnaître la nature, comment dire, de l'occupation Mhm. et des choses comme ça et leur situation particulière. Et c'est là qu'on voit les limites d'un rapprochement sur la base de on est femme, alors on a un but commun. Ouais, c'est un peu Euh, un à raccourci la facile à fin, faire. Ce serait un raccourci un peu facile, un peu naïf à faire de se dire que simplement parce que c'est des femmes, on va s'entendre mieux. Ça reviendrait un peu au même que dire les hommes seraient pas en guerre non plus si parce que c'est des hommes ils pourraient s'entendre. Euh, et c'est la question de dire où est la dimension politique, dans le sens où il y a eu cette manière, et notamment dans les groupes féministes, de dire, de justifier leur action en disant que c'était pas politique, ou alors que le politique est personnel et dire que donc c'est normal l'action. Et c'est tout à fait valable, c'est tout à fait valable. Mais dans des contextes de conflit où tout peut être politique, tout peut être vu d'une lumière politique, parfois, cette idée de comment dire, de mettre de côté la dimension politique est très frustrante. Et notamment, enfin, c'est les questions comment dire, des critiques faites au féminisme de la seconde vague et le féminisme blanc, où c'était de dire non, il faut reconnaître la dimension politique de l'action. mhm, mhm. Puis si on se rapproche maintenant, si on vient faire la comparaison, on le disait en début d'enregistrement, vous débutez un travail cette fois toujours sur le rôle des genres, le rôle féminin, mais dans un contexte militarisé canadien. J'aurais simplement aimé qu'on compare un petit peu le rôle qu'on donne aux femmes, qu'on attribue aux femmes dans l'armée canadienne, qui est une organisation euh, d'où la violence est légitime, versus le rôle qu'on voit attribuer aux femmes dans des conflits comme celui israélo-palestinien, comme celui d'Irlande du Nord. Est-ce que la participation est la même? Est-ce que les motivations sont les mêmes? Puis finalement, est-ce qu'on a le même genre de rôle qui se développe entre ces... Alors, bon, c'est très difficile de faire des comparaisons parce que l'un sont des contextes violents et de conflit Ouais. et l'autre de paix. Mais, enfin, je suis passée de l'un à l'autre parce que c'était aussi cette idée de les organisations militaires sont des organisations masculines. Mhm. Et donc, il y avait ce point de référence de voir comment, dans un contexte donc
d'usage de la violence légitime, quelles étaient les différences sur la manière dont on conceptualisait féminité et masculinité. Dans le cas de l'armée canadienne, c'est une des armées qui est considérée comme les plus avancées au niveau de la diversité et de l'intégration féminine. Les femmes ont accès à toutes les occupations. Les femmes ont accès aux occupations de combat depuis 1989 et les dernières fonctions qui leur étaient fermées sur les sous-marins ont été ouvertes en 2001. Donc ça fait quand même 2 décennies. Et c'est pas le premier pays à avoir autorisé les femmes à rejoindre les rangs sous toutes les formes, mais ça fait partie des premiers et ça a été un enjeu sur cette question d'ailleurs d'égalité et de dire que c'était pas normal que les femmes n'aient pas droit sur des bases d'égalité légale de rejoindre toutes les occupations qu'elles voulaient. Est-ce qu'il y avait une raison objective, si on peut dire, pour interdire les femmes, ou c'était vraiment une question de culture, d'idéologie, sans réflexion vraiment en arrière, qui pouvait à la limite peut-être donner au moins un minimum de sens ou de raison, ou c'était vraiment idéologiquement, on a dit non, le combat c'est les hommes, puis les femmes resteront en arrière à s'occuper de la famille, puis de la logistique, dans une vision très traditionnelle, arriérée. Après, il faut remarquer que les femmes étaient déjà présentes auparavant, dans de nombreux corps d'armée et à de nombreux rôles. Mais pour répondre à ta question, c'est aussi très difficile de faire la séparation entre le subjectif et l'objectif, dans le sens qu'il y a cette question de qu'est-ce qu'on demande aux soldats dans ces positions-là. Et c'est-à-dire une certaine condition physique, cette possibilité donc d'être des soldats, d'être déployés sur le front. Donc on demande certaines qualités et il y avait aussi des questions notamment de matériel où c'était marqué que c'était pas pour que les choses se passent bien dans les unités. C'était pas bien d'avoir des femmes parce qu'elles risquaient de déconcentrer leurs camarades et n'étaient pas pour cela appropriées sur le front. Et après il y a aussi cette question de remarque la différence entre être soldat, c'est la possibilité de perdre sa vie sur le front. Va justifier, c'est déjà tellement difficile de justifier de perdre un soldat, mais vois quand c'est une femme qui meurt sur le front. Au niveau social, c'est beaucoup plus difficile à digérer ou à admettre. Ah oui, la manière dont on cadre cette action, émotionnellement, ça fait mal. Hein. Donc, ça a été un travail, mais c'est un travail qui n'est absolument pas propre au Canada. Tous les pays l'ont vécu. Et tu parlais tout à l'heure de la France, comme quoi la France avait un fort nombre de femmes dans ses rangs. Oui, mais quand tu regardes où les femmes sont en France, tu remarques que c'est beaucoup plus dans les positions logistiques, les positions de relations humaines et beaucoup plus rarement sur le front. Parce que autant avancé, la France va se dire sur ces questions-là, il y a toujours du mal à cette idée d'envoyer potentiellement une femme mourir au front. Et la même chose, les Américains qui ont accepté l'intégration donc après le Canada, la manière dont l'intégration s'est faite, notamment dans les unités de combat, a été beaucoup plus difficile à faire avaler à l'idée que finalement on allait changer cette image du soldat
super musclé, comment dire, Le G.I. Joe un peu. le G.I. Joe qui allait défendre tout le monde et que finalement G.I. Joe va être G.I. Jane. Ouais. Ça a été très difficile. Les pays nordiques ont commencé les premiers à essayer de changer cette manière, mais c'est aussi, et ça c'est l'évolution de qu'est-ce qu'on demande à un soldat aujourd'hui. Et ça change. Cette idée du soldat, comment dire, G.I. Joe, dans un contexte de cyberguerre, de drones, où on a besoin de personnes avec des compétences diverses et mobilisables et très rapidement et des choses comme ça. Et aussi une question un soldat qui représente sa communauté, sa population. Dans ce cas-là, un soldat qui représente les Canadiens. Et le Canadien, c'est pas seulement l'homme Midwest, blanc. Donc, c'est la question de cette intégration et du soldat qui prend le visage, un nouveau visage au XXIe siècle. Puis, si on revient un peu à l'armée canadienne, est-ce que finalement, elle va occuper les mêmes positions que les hommes ou est-ce qu'on va pas les forcer, mais les diriger vers des positions qu'on va juger moins propices au combat, à se retrouver sur le front? Même si elles sont acceptées maintenant dans tous les postes, dans toutes les occupations. Et dans le cas de l'armée canadienne, il y a vraiment une recherche d'intégration féminine. Okay. Et c'est un des enjeux plus largement dans le dernier Strong, Secure, Engage de l'armée canadienne. Il y a cette idée d'atteindre les 25% de femmes dans les rangs de l'armée. Et c'est cette idée, et notamment dans le cadre plus large de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité des Nations Unies, qui a commencé en 2001, il y a cette idée qu'il faut une représentation féminine dans des déploiements et dans des missions à l'international. Le problème, c'est que actuellement, il n'y a pas assez de femmes. Ok, c'est ce que je voulais vous demander, ouais. Si les femmes, on leur donne la place, mais est-ce que peut-être même juste parce qu'elles sont pas habituées, parce que c'est pas encore une idéologie qui était très mise de l'avant. Fait que je me demandais s'il y avait assez de femmes justement qui s'intéressaient ou qui se dirigeaient vers ces milieux-là. Elles sont, comment dire, beaucoup plus limitées. Enfin, le pourcentage, même, je pense que j'ai pas vérifié mes chiffres avant, mais je pense que le pourcentage de femmes dans l'armée canadienne est de 16% actuellement, forces régulières et réserves confondues. Les femmes dans les unités de combat, beaucoup moindre. Okay. Beaucoup moindre. Je pense qu'en fait, il y en aurait comme... En tout, il devrait en avoir, je pense, à peu près 1500 en tout, ce qui est rien. Non, ouais. Par rapport aux forces. Et encore une fois, je dis peut-être des bêtises par rapport aux chiffres, mais c'est rien. Et quand on entend force de combat, on entend infanterie, artillerie, combat engineer, blindé. Okay. Donc, c'est à peu près ces 4 branches. Mais, et donc, ça amène le fait que au contraire, on va inciter les femmes à s'engager dans ces corps-là et pour avoir cette représentation. Mais c'est des branches qui sont comment dire, ardues. Qui sont ardues physiquement et mentalement, notamment parce que ça reste encore aujourd'hui, c'est un boys club. Et que donc, c'est pas facile. Ben, tu sais, ça a sorti peut-être quelques années, mais on constate que oui, c'est un boys club, mais aussi il peut y avoir une certaine peur des femmes de vouloir justement comme aller chercher leur place dans les troupes comme l'infanterie, tout ça.
C'est parce qu'on les voit plus souvent devenir, exemple, technicienne médicale ou aller en psychologie ou travail social, parce que c'est tous des emplois qu'on peut occuper au sein des Forces armées canadiennes. Mais au niveau des métiers de combat, comme étant donné que c'est un boys club, on a vu aussi avec la vague de MeToo qu'il y a eu comme des dénonciations qui sont sorties parce que, justement, il y a même des femmes qui ne se sentaient pas nécessairement en sécurité dans ce groupe-là, de ce boys club-là, là, au niveau quand ils partent en mission ou peu importe. Là. Et c'est le problème actuel de la culture militaire. Et encore une fois, il faut aussi faire des différences dans le sens où, quand on parle de culture militaire, il y a l'armée de manière générale et il y a, on va dire, la culture dans l'infanterie, la culture dans l'artillerie, la culture... et on voit des différences sur la manière dont les femmes sont intégrées. Mais c'est sûr que certaines pratiques, notamment parce que l'armée, il y avait cette idée de ça devait être masculin et ça devrait être aussi hétéronormé et que donc il n'y a pas de place pour les personnes qui sont considérées faibles ou des choses comme ça. Et je le dis en mettant des grands guillemets. Je le fais sur la caméra et je me dis, finalement, c'est un balado, ça va peut-être pas. On va voir l'image. Mais comment dire, voilà, c'est quelque chose que actuellement l'armée sait clairement qu'elle doit changer. Pour comment dire, devenir une armée et récupérer la perte de confiance qu'il y a eu dans ces dernières années à cause de la manière dont ils ont géré ces questions et j'ai les mots en anglais parce que je parle de ça en anglais dans ma vie de tous les jours, mais tout ce qui est de sexual misconduct et harassment et choses comme ça, parce que c'était aussi ça qui a été accusé. C'est pas seulement le fait qu'il y a eu des cas, c'est le fait que l'organisation n'a pas apporté de soutien là où elle aurait dû à leurs membres, à leurs propres membres. Et c'était... et là aussi, enfin... ça a été un réveil. Après, il ne faut pas se cacher qu'au-delà de ça, c'est un problème sociétal. La manière dont les violences sexuelles sont hors de l'armée traitées et comment dire, la question des questions de viol et de choses comme ça, et que des femmes et des hommes ne se sentent pas le courage et le soutien d'aller accuser les personnes qui leur ont fait ça. Voilà. En soi, le système il est mal fait, peu importe que ce soit au civil que dans l'armée ou dans les forces canadiennes. On constate qu'il y a des failles, peu importe. Là. Après, la chose avec l'armée, c'est qu'il y avait cette idée qu'en tant qu'institution, elle aurait dû mieux gérer ça, parce que c'était un standard plus haut. Il y a cette idée que les militaires, ce sont les représentants de la nation. Ce sont ceux qui doivent la défendre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ils n'arrivent même pas à défendre leurs propres membres? Il y a eu cette question. Après, comment dire, c'est la question qu'il faut changer le système. Il faut changer le système. Après, je mets beaucoup d'après là. Mais c'est la question de comment le changer. Et c'est pas forcément en disant on va ajouter beaucoup de femmes que ça va changer la situation. C'est pas ce système de add woman and steer et il y aura plus de problème du tout. C'est écouter les membres, c'est mettre en place des processus où les membres se sentent soutenus par leur leadership pour faire passer les problèmes plus haut et qu'il n'y ait plus cette mise sous silence sous peur de déstabiliser la structure.
Mais en soi, tu sais, d'avoir aussi un petit peu plus de femmes dans le milieu, ça peut quand même avoir un impact, là, parce que, tu sais, si c'est tous des hommes qui donnent des ordres, parce qu'on s'entend que dans l'armée, tu sais, c'est le principe. Oui. Surtout, exemple, quand tu fais ta réserve et tout ça, tu sais, c'est très, très autoritaire. Là, c'est les hommes qui donnent les ordres, puis t'as pas... Tu sais, c'est aussi dur sur le moral, là, mettons la réserve, là, qui est le 8 semaines intensif avant de pouvoir rentrer officiellement dans l'armée. C'est un 8 semaines super intensif, que, tu sais, c'est très, très autoritaire, mais comme tu es toute seule de femme, tu sais pas nécessairement à qui te confier sur... tu sais, parce que c'est dur beaucoup, autant pour le moral que le physique. Tu te dis, ouais, OK, c'est vrai que c'est un monde que je pense qu'il pourrait être tellement plus... tu sais, s'il y avait un petit peu plus de femmes, ça pourrait être plus intéressant de dire comme, OK, c'est un 8 semaines vraiment hard pour comme, la tête, pour le corps, mais je sais qu'il y a des gens à qui je peux me confier, puis tout ça, parce que, tu sais, dans le principe du boys club, c'est là que ça peut paraître un peu moins attirant de se pencher vers des métiers comme ça. Oui, oui, et c'est très important d'avoir cette représentation parce que c'est une question de aussi quand tu montes les échelons de la hiérarchie, de savoir qu'est-ce qui est possible. Dans le sens où tu vois une femme à un poste, comment dire, de capitaine, de lieutenant, de lieutenant-colonel, de major, et tu te dis, voilà, ça c'est possible. Ouais, c'est inspirant. C'est inspirant et c'est aussi de comment dire, parce qu'il y a cette question de mimétisme et de similarité. Tu vois quelqu'un qui te ressemble dans les échelons, tu as plus, comment dire, de facilité à discuter de tes problèmes avec une personne que tu considères similaire qu'avec quelqu'un où tu penses qu'il n'en a rien à faire de tes problèmes et qui ne va pas t'apporter le soutien. Donc, tout à fait. Plus de femmes sera toujours une bonne chose, mais c'est la question de ça ne va pas se régler en seulement ajouter des femmes et après se demander pourquoi les taux de rétention sont tellement élevés et que les femmes quittent les rangs parce que la culture est problématique et parce qu'il n'y a pas non plus comment dire d'équilibre fait parce qu'encore une fois actuellement dans nos sociétés, c'est principalement les femmes qui ont des tâches, notamment par rapport aux enfants, notamment à ces responsabilités, qui fait que c'est beaucoup plus difficile pour une femme d'équilibrer entre vie familiale et vie professionnelle que pour un homme, même si ça change. Et c'est une bonne chose. Mais c'est aussi pour ça qu'on voit, par exemple, plus de femmes dans les forces de réserve, où cet engagement est plus facile que les forces régulières. Et ce n'est pas parce qu'elles sont moins engagées dans l'armée, mais c'est parce qu'il y a plus de latitude. Il n'y a pas t'es pas forcément envoyé en déploiement et des choses comme ça. Donc, pour maintenir une vie familiale, c'est aussi important. Donc oui, c'est sûr que l'armée canadienne est en plein changement. La question, c'est de savoir si ça sera vraiment poursuivi et si ça sera vraiment profond. Ça ne sera pas rapide, malgré ce que ils aimeraient faire, c'est-à-dire un changement drastique tout de suite et on n'a plus de problème. Mais pour que le changement soit profond, il faudra que ça prenne du temps. C'est sûr. Est-ce qu'on en voit déjà des changements, tout de même, que ce soit sur la base opérationnelle ou idéologique, simplement pour l'armée canadienne spécifiquement? Est-ce qu'on est déjà capable de voir un peu les conséquences ou ce que ça va amener qu'on intègre plus les femmes justement dans ce milieu-là? Et comment dire, ça, je pourrais peut-être te le dire dans quelques mois quand j'aurai fini ma recherche. Mais il y a aussi cette question qu'on a du mal à recruter des femmes actuellement. On est loin des 25% que le gouvernement s'était donné à atteindre, je pense, en 2025. C'était 2025, 25%. On est en 2022 et on a 16%. Ouais, on est quand même ça fait un gros pas à aller chercher pour rentrer dans les temps. Ouais. Qu'on y arrive réellement. Et que ça soit efficace. C'est comme vous disiez, c'est beau d'avoir 25%,
Mais si c'est 25%, puis qu'on n'a pas de capacité de rétention ou qu'on ne crée pas un équilibre, puis une espèce de qu'on n'encourage pas justement une coopération entre masculin et féminin dans les sphères de pouvoir, les sphères de décision, c'est un peu comme pelleter des nuages, pouvoir justement dire on est égalitaire, on a notre 25% de femmes, regardez, mais finalement dans l'application, on n'a pas des résultats qui sont concrets puis qui sont encourageants. Et là, je pense, et là c'est mon opinion, mais on arrive à un moment qui est intéressant parce qu'on arrive à un moment où les femmes arrivent à des positions de pouvoir dans l'armée canadienne. Et c'est là où potentiellement les choses pourront commencer à changer. Parce qu'il y a une volonté du leadership de changer les choses. Le problème, et ça c'est le problème de toute grosse organisation, c'est que ça parte du haut et que ça aille tout en bas. Parce que si ça ne va pas tout en bas, ça va servir à rien. Donc là, on arrive à une époque où c'est intéressant parce que comment dire, les femmes arrivent à des échelons où elles peuvent changer les choses à leur niveau, ou du moins avoir cette représentation. Et c'est le premier pas pour encourager plus de personnes à rejoindre. Mais oui, ça prendra du temps, encore une fois, pour... Et au-delà de dire plus c'est toujours mieux. Mais ce que je voulais dire, c'est aussi de voir comment traiter leurs membres actuels et comment changer la situation pour ces membres actuels-là. Qui va être un défi aussi, ouais, qui est un défi aussi. Puis je me demandais, on a dit que dans les situations de conflit, de violence, les motivations ne sont pas nécessairement genrées à s'engager. On est beaucoup sur du nationalisme, défendre sa patrie, défendre sa communauté. Dans un contexte pacifique comme l'armée canadienne où on n'est pas en action violente ou en action militaire dans le moment quand on s'engage, est-ce qu'on voit des motivations cette fois qui pourraient être propres au sexe féminin versus au sexe masculin? Ou est-ce qu'on est encore dans des motivations qui n'ont pas vraiment de genre en fait? Puis encore une fois, le nationalisme, dans le sens de l'amour de la patrie, défendre son pays, est une des sources premières en fait pour s'engager. Alors là, il faudrait que je recherche un peu les motivations masculines aussi pour voir ça. Mais mon avis, comme ça, ça serait sur les motivations, il n'y a aucune différence dans le sens où il y a de multiples types de motivations. Et il y a cette question d'amour de la patrie et de vouloir faire quelque chose qui a du sens, d'agir pour quelque chose qui a du sens. Il y a aussi des motivations qui sont simplement pour avoir une stabilité. Et là, on rentre dans un contexte qui, encore une fois, n'est pas propre au Canada, mais où nous sommes dans un contexte d'armée professionnelle. C'est un métier. Et comment dire, ce qui est intéressant avec le Canada, c'est que ça t'apporte le Canada. Ce qui est intéressant avec l'armée, de manière générale, c'est que ça t'apporte des compétences, ça te forme, ça t'apporte une structure. Beaucoup de gens aiment cette idée de structure et d'appartenir à une famille. Et donc, il y a la stabilité financière aussi, dans certains cas. Donc, les raisons pour rejoindre les forces, c'est aussi une adéquation entre des qualités personnelles et la mission, identifiée de l'armée. Donc, beaucoup du moins j'ai l'impression, et encore une fois, il faudrait que j'attende quelques mois, mais c'est des personnes actives qui aiment, être physiquement engagées et faire quelque chose d'elle-même. Très enraciné dans le concret. Voilà, okay, voilà. Ouais. Et dans certains cas, c'est aussi avoir être dans le concret, mais aussi intellectuel, d'avoir cet équilibre entre réfléchir, mais agir. C'est ça, ouais. Un côté où j'agis de façon pragmatique, puis je vois vraiment
versus je peux aussi quand même avoir un développement intellectuel en marge. Et de ne pas avoir cette idée de faire des boulots qui sont la même chose tout le temps. Ouais, des tâches répétitives qu'on pourrait retrouver dans certains domaines d'emploi. Ouais. Ça va faire presque 1h30, un peu moins qu'on parle. J'aurais voulu peut-être terminer en sortant un petit peu du cadre théorique, puis rapprocher du cadre pratique. On évoquait en début d'émission que la bureaucratie, l'organisation de travaux sur le terrain, ça peut avoir beaucoup de défis. Puis c'est peut-être une partie plus justement pour nos collègues en politique qui nous écoutent. Il y en a sûrement certains qui vont vouloir faire de la recherche terrain, qui vont vouloir poursuivre leurs études après la maîtrise, au doctorat, au post-doctorat. Vous, votre expérience dans le contexte d'organiser vraiment ces recherches, d'organiser ces travaux, quels défis vous avez rencontrés? Est-ce que c'est un travail qui est, j'imagine, de longue haleine? Je vous disais en début de podcast, c'est pas juste je m'achète un billet d'avion, je pars en Palestine avec mon carnet de notes puis je fais des interviews à gauche à droite. Fait que ça comprend quoi si on résume un petit peu le parcours puis le processus de je décide que j'ai cette idée-là, je veux traiter des genres et de la sécurité versus j'arrive au produit final, j'ai fait mon étude de terrain. Fait que à quoi ça ressemble un peu le processus, mettons, pour informer des élèves qui auraient l'ambition de faire ça à leur tour? Alors, tout d'abord, je conseille totalement de faire du terrain. OK. Pour moi, je trouve que c'est la meilleure expérience qui soit. Après, je te le disais au tout début, je suis qualitativiste, c'est-à-dire tout ce qui est méthodologie qualitative. J'adore les entretiens. J'adore faire les gens parler. C'est un peu bizarre que je parle depuis 1 heure. Mais comment dire, moi, je fais de la recherche parce que j'aime ce côté d'échange humain et d'apprendre de l'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'aime pas le quantitativisme. L'intérêt trop, ça masse. Les données, les choses désincarnées. Et donc, pour moi, c'était vraiment important d'aller sur le terrain pour rencontrer les personnes et contextualiser ce que je pouvais apprendre dans des livres avec des personnes qui l'avaient vécu eux-mêmes. Donc c'était vraiment mon objectif depuis le début. C'est pour ça que donc, j'ai passé, dans le cadre de ma recherche doctorale, j'ai à peu près un peu plus de 4 mois en tout en Irlande du Nord et 2 mois en Palestine. D'aller sur le terrain et de rencontrer les gens et d'échanger avec eux. Actuellement, donc, je fais des entretiens dans ma recherche avec des femmes militaires et dans les 2 cas, donc, j'ai dû passer le comité d'éthique. Okay. Spoiler alert, c'est beaucoup plus facile de parler avec des femmes accusées de crimes terroristes qu'avec des femmes militaires. Okay. Relativement. C'est pas compliqué de prendre un billet d'avion et d'aller en Palestine. Ce que je veux dire, c'est que les comités d'éthique sont très importants parce que ça permet de réellement penser à ta responsabilité en tant que chercheur. Et de vraiment... Parce que, c'est vraiment l'idée de faire de la recherche, c'est attractif et on veut découvrir quelque chose. Mais ça reste que c'est des personnes humaines. Et qu'il y en a marre de ce côté de encore la chercheuse blanche qui va aller chercher les informations et va repartir et une fois c'est fini, elle pense plus à rien et elle a laissé les personnes très dans l'utilitaire, puis on perd un peu le lien humain. Puis nous, c'est un peu ce qu'on avait l'impression aussi avec, par exemple, le conflit en Ukraine. J'écoutais une table ronde de l'Université de Montréal, puis les chercheurs en parlaient, l'analysaient. Puis il y a un chercheur à un moment donné qui dit il ne faudrait pas oublier que oui, on est politologue, oui, c'est intéressant pour nous d'analyser tout ça, mais qu'au final, c'est des humains qui vivent ce conflit-là. Puis il ne faut pas oublier cette dimension-là très humaine du contact. Puis pas juste voir la recherche qu'on fait justement comme des données ou comme des informations qu'on emmagasine avec lesquelles après ça on va produire un travail. Il faut garder ce lien humain justement. Et le chercheur, dans ce cas-là, c'est ma philosophie, on n'est qu'un médium.
Les personnes qui sont importantes, c'est les personnes sur place. C'est leur histoire, c'est leur vie. Et c'est ce à quoi le comité d'éthique doit servir. Penser à ta responsabilité en tant que chercheur pour protéger, enfin, comment dire, protéger est aussi un grand mot parce que ça dépend toujours de la nature de ta recherche, mais de penser au bien-être de tes participants et qu'est-ce qui est le mieux pour eux et pour toi aussi. Après, encore une fois, je dis ça dépend des sujets parce que parfois tu rencontres des gens qui sont pas bien. Ouais. Mais ça n'empêche que tu dois t'assurer qu'ils sont au courant de ce sur quoi porte la recherche, que tes responsabilités, parce que tu as des responsabilités, c'est un contrat. Et tu dois être réglo sur tout. Dans mon cas, je trouve ça, par exemple, c'était la question de après donner les résultats de ma recherche aux personnes sur place. Et je suis vraiment reconnaissante, dans le cadre de ma recherche doctorale, reconnaissante à toutes les femmes que j'ai rencontrées et qui m'ont généralement ouvert la porte de chez elles, m'ont donné leur temps, m'ont fait part de leur vie, de leurs expériences et de manière la plus, comment dire, authentique, honnête possible, j'imagine vraiment. Et comment dire, ce sont des héroïnes. C'est eux la recherche, c'est pas moi. Et ça, c'est important de le dire. Le problème des comités d'éthique, c'est que les comités d'éthique, qui sont une création très récente et qui sont fondés sur une bonne idée, protéger la recherche. Ça peut être aussi maintenant un peu plus sur l'idée de protéger l'université. Ok, ouais. Chercheurs ou que les participants. Et c'est ça qui est parfois très frustrant sur comment dire, toutes les questions administratives. Certaines sont très bien dans le sens où ça te fait penser, réellement réfléchir à quelle direction tu veux que ça aille, quels sont les points importants et des choses comme ça. Mais il y a beau dire, toutes les recherches sont différentes et parfois ils ont du mal à s'adapter. Et de voir, et après, ils vont, comment dire, eux-mêmes juger l'intérêt de ta recherche. Ok, ouais. Donc ça peut être frustrant pour un chercheur. Ce qui est assez subjectif dans les faits. Donc après, dans le cas de ma recherche, Israël-Palestine et Irlande du Nord, donc j'ai vraiment pas eu de problème sur ma recherche et sur cette idée du comité d'éthique, même si, et comment dire, anecdote que je trouve toujours très drôle, dans tout mon dossier, parce que c'est des gros dossiers et à l'époque tout était imprimé en 3 exemplaires. Vive le papier. Ouais, et dans les remarques qu'ils m'ont fait pour que j'adapte ma demande, ils m'ont demandé d'ajouter comment dire, une mention pour mes participantes que si elles se sentaient pas à l'aise à la suite de l'entretien, elles pouvaient contacter comment dire, des lignes anti-suicide. Ok. Et ça part d'une bonne idée. Ça part d'une bonne idée encore une fois, tu dois t'assurer du bien-être de tes participantes. Va trouver une ligne anti-suicide en Palestine. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même. Ou alors, en Irlande du Nord, tu vas mettre, comment dire, la ligne des Samaritains, qui sont une organisation britannique. Ouais. des personnes qui ont vu la guerre, des personnes qui sont allées en prison, certaines qui ont été l'objet de violences. Et tu vas leur dire, si vous vous sentez pas bien après cet entretien, contactez ce numéro de téléphone. C'est délicat. C'est très délicat. Après,
émotionnellement, ça peut être aussi très difficile de gérer, comment dire, parce que c'est des plaies qui, pour certaines personnes, qui sont toujours vives. Hein. Et c'est pour ça que le côté humain est très demandant. Et en tant que chercheur, on doit être très attentif à ça et absolument pas, en quoi que ce soit, influencer une personne quand on sent que cette personne est pas en condition d'aborder un sujet. Et ça, c'est parce que ça reste que c'est de l'humain. Et au moindre signe qu'une personne n'est pas à l'aise avec un sujet, c'est aux chercheurs de changer la direction et d'aller sur quelque chose de beaucoup plus léger pour... Et personnellement aussi, enfin, j'aime pas... c'est la question le conseil, c'est de dire, il faut arrêter. Arrêter une mauvaise idée. Parce que quand tu arrêtes un entretien et que tu es passé à une situation où la personne est dans une situation sensible, on va dire, arrêter va la maintenir dans une situation sensible. Donc, l'idée, c'est que tu changes directement de sujet et comment dire, faire que les choses soient plus légères et parler sur quelque chose où... Ouais, justement, pour pas qu'on reste sur ce mauvais sentiment. C'est un peu comme si on tombe à vélo quand on apprend. Faut pas arrêter, il faut recommencer tout de suite pour justement se remettre, pour repartir sur des bonnes bases, puis pas rester sur cette espèce de sentiment amer d'arrière-goût. Et c'est pour ça que les entretiens, enfin, c'est aussi, comment dire, c'est un art dans le sens où c'est pas une technique où on pose des questions et qu'on les met, enfin du moins pour moi, qu'on les met dans un ordre et qu'on a fini et qu'après, non, c'est vraiment juger comment c'est reçu, voir dans quelle direction ça va et après, comment dire, il y a une responsabilité. Ouais. On est dans une position, en tant que chercheur, on est dans une position ascendante par rapport aux participants et on est responsable de son bien-être. Puis j'imagine aussi que c'est toute une technique un apprentissage en fait qui se développe au fur et à mesure qu'on en fait. Puis que justement ça s'apprend comment gager les personnes avec qui on parle au fur et à mesure. Plus on en fait, meilleur on devient. Puis, mais j'aime beaucoup justement le point que vous apportez sur l'entretien, créer cette conversation, parce que nous c'est aussi pour ça un peu qu'on a démarré ce balado. On voulait sortir de l'espèce de cadre où entrevue journalistique où on pose une question, on a 3 minutes pour répondre. On aurait d'autres questions, on aimerait aller plus loin, mais finalement, on n'a pas le temps, il faut poser une autre question, puis tout s'enchaîne très rapidement, puis on n'a pas le temps d'aller dans le détail, justement, puis d'apprendre à connaître les gens, puis vraiment avoir le fond de leur pensée. Puis je pense que c'est encore plus important dans votre cas, vous, comme vous dites, des fois, vous interviewez des gens qui sont considérés comme terroristes, dépendant de quel bord du spectrum on est. Mais justement, de comprendre pourquoi ces gens ont fait ça, puis de pouvoir de prendre le temps justement d'aller plus loin pour connaître leur motivation, mettre un contexte autour de ces explications-là aussi. Puis, le problème, c'est que moi, je suis inductive. C'est-à-dire que ma philosophie, c'est que si tu as déjà une structure qui est déjà préparée, que tu sais où tu vas aller, tu as tes questions, et que tu fais ça de manière très triste, il n'y a aucune place pour la surprise. Et s'il n'y a pas de surprise, à quoi ça sert la recherche ? Dans le sens où tu vas confirmer quelque chose, tu vas penser confirmer quelque chose parce que tu auras une réponse qui ira un peu dans ce sens-là. J'ai l'impression que ça influence aussi la façon dont l'entrevue va se diriger. Si on est déjà, on le sait pas déjà, mais si on s'attend déjà à une réponse ou à un format, nécessairement on va avoir tendance à vouloir le diriger le plus possible pour atteindre ce qu'on avait de pré-imaginé dans le fond. Oui, parce que rien qu'avec les mots que je vais utiliser et le ton de ma question, automatiquement, tu vas savoir où je veux en venir, ou du moins, tu seras induit sur... et si je te pose une question du style, alors, c'est dur la session en ce moment? Ouais, c'est ça que j'ai tendance à vouloir dire. C'est là qu'on va aller vers le négatif, nécessairement. Ouais. Ça sera pas... Et voilà, donc c'est toujours délicat. Et de toute façon, je rejette de manière générale le fait que toute recherche est un peu biaisée. Il faut reconnaître ses biais pour pouvoir avoir quelque chose et être critique par rapport à sa position. Mais quand on dit que c'est factuel et que c'est la vérité,
toujours se méfier des personnes qui vont vous dire que c'est la vérité. Mais comment dire, pour revenir, parce que je pars aussi, pour revenir sur la question du terrain, le terrain c'est magnifique et en même temps c'est horrible, dans le sens où c'est un moment très isolant, où tu vas, dans certains cas, littéralement à l'étranger, coupé de tes amis, de ton cercle, de tes habitudes, plongé dans ton sujet. Et en même temps, cette dimension humaine est magnifique. Parce que, et c'est mon expérience, de manière générale, les gens voudront t'aider. Il suffit que tu leur demandes de l'aide et leur opinion et des choses comme ça. La plupart des gens voudront t'aider et t'expliqueront ce qu'ils vivent. Donc, c'est l'humain, et ça, c'était la même chose en Irlande du Nord et en Palestine. Même si en Irlande du Nord, c'était un peu plus difficile parce que le contexte de l'Irlande du Nord a été très travaillé. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont répondu à des entretiens. En Palestine, vu que c'est un conflit qui est toujours actif, il y a cette idée, c'est plus facile dans le sens où les gens veulent parler de leur situation et de ce qu'ils vivent. Et parce que la Palestine est encore un peu coupée du monde, dans le sens où il suffit, quand je suis partie, je me suis inscrite sur le site français du ministère des Affaires étrangères pour dire où je voyage. Et directement, tu as des annonces évitez tout voyage non essentiel en Palestine. Mais après, relativement, je ne pense pas avoir été en danger à quelconque moment en Palestine. Parce que, et ça, il faut le reconnaître, je suis occidentale. Ouais, c'est ce que je veux dire. Il y a cette dimension, cette espèce de... Je veux dire, je peux aller sur le territoire palestinien, ce que techniquement les Israéliens ne peuvent pas faire. Et ça pose la question de comment tu peux comprendre une situation si tu ne peux pas y aller. Mais bon, ça, c'est un autre problème. mais voilà. J'ai une liberté, une mobilité parce que je suis blanche, française en plus, et une femme où on va pas trop me regarder bizarrement par rapport à ce que je fais. Puis allez-y. Et ce côté occidental va aussi inciter mes participantes à me parler parce que ça veut dire que j'ai une audience un peu plus large que les locaux. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Eux aussi, dans leur tête, ils font cette association-là tout de suite à pas la publicité, mais la faculté à véhiculer, puis à véhiculer un message à une plus grande audience, puis sur une plateforme qui est plus internationale, un peu que s'ils parlent au journal local ou s'ils parlent à des gens de leur communauté directe. Et il faut pas croire, les participants utilisent des chercheurs. Ouais, c'est un jeu qui va à double sens. Avec raison, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ça fait une relation un peu gagnant-gagnant aussi au bout du compte. Est-ce que quand vous partez sur le terrain, est-ce que vous partez seul? Partant avec une équipe? Ouais, seul. Oui. Okay. Et comment dire, ça, je pense que ça a changé depuis que j'ai fait mon terrain, mais c'est aussi... Il y a un côté un peu naïf dans le sens où, même si j'étais pas du tout en danger à aucun moment de mon terrain, il y a certains moments où je me suis demandé, mais qu'est-ce que je faisais là-bas? C'est parce que je parle pas arabe. Donc à un moment, je veux dire, j'étais dans un petit taxi collectif qui partait de Hébron à Bethléem, où je savais pas exactement où j'allais arriver, où je pouvais pas parler avec personne dans le taxi, et qui faisait nuit, et que je traversais la Palestine, et j'étais comme, quelle idée! Ouais, advienne que pourra. J'aurais pu rester chez moi, tranquille, regarder Netflix et travailler sur des discours, et ça aurait été tellement plus simple. Mais
Mais Au bout du compte, le résultat est clairement pas le même. Là, en soi, l'expérience est grande, puis est importante aussi, puis elle apporte beaucoup à la recherche en soi, mais aussi c'est toutes les connaissances autour de ça qui sont juste comme incroyables de faire un projet de recherche comme ça, puis de faire du terrain aussi, là, parce que on a bien beau lire des trucs sur Internet ou quoi que ce soit, mais d'être là, les deux pieds là, puis de rencontrer des gens, c'est comme vraiment un autre vibe. Là. Après, c'est aussi très égoïste, hein, parce que le terrain, et c'est aussi pour ça que je le conseille, c'est que on en apprend beaucoup sur les autres, mais on en apprend aussi beaucoup sur soi. Se mettre dans des situations comme ça, on arrive à voir quelles sont ses limites, comment dépasser ses limites. Et dans mon cas, c'était le fait aussi, parce que quand on fait un doctorat, c'est long un doctorat. On perd un peu, la passion à un moment, je pense. Et aller sur le terrain, c'était vraiment rencontrer des personnes. C'était les personnes sur lesquelles portait ma recherche et qui étaient intéressées par cette recherche et qui se demandaient pourquoi je faisais ça, mais qui étaient tellement, me soutenaient et m'encourageaient et voulaient m'aider de diverses manières. C'est pour ça que je suis vraiment reconnaissante à toutes ces personnes qui m'ont aidée au long du chemin, parce que sans elles, je ne sais même pas si j'aurais continué. Elles m'ont redonné l'envie. Et parce que, en fait, à la fin, ce qui est important, c'est les humains. Moi, j'aurais terminé avec une dernière question. On parle du terrain, des entretiens, c'est beaucoup de la collecte de données, de la collecte d'informations. Dans un contexte plus personnel, on connaît l'influence des médias, on parle beaucoup aussi du rôle des réseaux sociaux, la désinformation. Vous, quand vous informez, contexte personnel, pour suivre les nouvelles, pour suivre l'actualité, c'est quoi vos sources préférées, vos sources de confiance, si on peut dire? Alors, je ne suis pas assez les nouvelles. Je suis, je pense, vieille dans ma tête et technologiquement déficiente, dans le sens que je suis sur Twitter depuis plusieurs années. Je me suis inscrite sur Twitter quand c'était la mode il y a quelques années. J'en suis actuellement, et depuis à peu près ce mois-ci, pour la première fois, j'ai écrit mon premier tweet. Quand même. C'est... Je suis old school sur tout ce qui est médias sociaux. Et il y a un côté des médias sociaux qui me font horriblement peur, j'avoue, de se regarder le nombril. Mais la presse, je suis très critique sur toutes les sources de presse. Et donc, généralement, j'essaye de multiplier les sources pour voir les manières dont c'est présenté. Après, j'avoue peut-être que je regarde un peu plus The Guardian et la BBC. Pourquoi les Anglais? Je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est ou aller directement sur les agences de presse, Reuters, France Presse, où généralement ils évitent d'avoir trop de biais sur la manière dont ils présentent les informations. C'est plus factuel. Après aussi, ça c'est comment dire, le fait d'avoir été doctorante pendant trop longtemps. Tu vas sur Google Scholar, tu cherches un article sur le sujet. Ah ouais. Un article scientifique en disant, est-ce qu'il y a une recherche sur ça? Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est ça. Il y a toute la dimension aussi. On est tellement habitué de chercher dans les bases de données, puis toutes les sources qui sont dites plus scholar, que justement, des fois, on regarde un peu les médias sociaux, les articles de presse, avec justement un regard un peu plus critique, comme s'il manquait un petit peu de rigueur ou de recherche pour pas pour le croire, mais pour vraiment s'y fier, à 100%. Puis, et il y a toujours dans mon cas, ça va faire comme si j'étais dans la presse, mais les quelques fois où j'ai été contactée pour participer à donner mon opinion dans des articles de presse, donc tu parles avec le journaliste et tu arrives à la fin et tu lis ce qu'il a marqué et t'es comme... Mais c'était pas tout à fait ça quand même.
y a quand même beaucoup de contexte qui a été coupé. Et c'est très frustrant dans le sens où parfois ça peut être un peu biaisé sur la manière dont c'est pris. C'est pas faux, tu l'as dit, mais... Il y avait un contexte, il y avait une explication un peu plus détaillée, tandis que des fois ça sort un peu... Et je pense que c'est quand on parle aussi de femmes et de violence, les journalistes ont parfois cette tendance à vouloir aller un peu trop directement à l'information et à ce qui est plus catchy. Ouais. Et donc à faire des essentialismes. Ouais, ou à faire des liens, des raccourcis, des fois un peu boiteux pour en arriver à leur conclusion qui colle un peu le narratif social qu'ils essaient de pousser, mais qui colle pas vraiment à la réalité. Quand j'ai fait, au tout début de ma recherche, je travaillais sur les femmes kamikazes. Okay. J'ai une passion pour les femmes kamikazes, je ne sais pas pourquoi. Mais, et je me rappelle qu'il y avait un article qui était paru dans le journal de l'université, donc vraiment pas grand-chose. Mais comment dire, femme kamikaze. Et c'était parti sur quelque chose de tellement essentialiste sur les femmes palestiniennes qui vont cacher sous le voile une bombe. Et c'était pas du tout ce que j'avais dit. et c'était comme non, non. Les propos vraiment détournés puis qui perdent l'essence de ce qu'on avait à dire au début dans le fond là. Après, comment dire, ça t'apprend à être un peu plus clair. Ouais, puis je pense que c'est tout un apprentissage aussi que tout le monde est en train de faire, surtout avec justement les réseaux sociaux qui accélèrent cette information. Puis on est constamment bombardé. Une situation se développe de minute en minute, puis on peut presque la suivre en direct sur Twitter, sur Facebook. Puis c'est ça, je trouve ça intéressant parce qu'on voit de plus en plus aussi ressortir ce problème-là avec le gros événement, c'est la guerre en Ukraine. Mais justement, les gens disent il y a beaucoup d'informations qui sortent. Puis finalement, une semaine après, on va dire ce qui est sorti là, ça c'était pas vrai, ça c'était vrai, ça avait été transformé. Puis je trouvais ça intéressant de voir justement tout ce jeu de la propagande, quand on parle de cybersécurité aussi, qui est en train de se développer des deux côtés du conflit. Puis je trouvais ça intéressant, la relation qu'on développe avec les médias, justement. Après, est-ce qu'on est à une époque qui est plus polarisée dans le sens où on essaye de parfois chercher la petite bête sur qu'est-ce que cette personne a dit, comment elle l'a dit, et dans certains cas, enfin c'est une bonne chose, il faut toujours être critique, mais parfois c'est aussi important de contextualiser de qu'est-ce qui a voulu être dit. Donc surtout sur des sujets aussi délicats. Ben écoutez, là, est-ce que tu avais d'autres questions? Non, moi, je trouve que ça fait pas mal le tour. Là. C'est vraiment très intéressant. C'était extrêmement intéressant. Ça nous a, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a ouvert les yeux justement sur une facette des conflits, puis même du contexte militaire canadien à laquelle on est réellement moins exposé. Puis j'imagine qu'on va l'être de plus en plus. On l'espère, en tout cas. Mais je vous remercie pour votre participation, puis pour la discussion enrichissante que vous nous avez permis d'avoir. Vous nous avez dit que vous avez un Twitter tantôt. Est-ce que vous voulez vous faire un peu de promotion? Alors, j'ai écrit 2 tweets. 2 tweets? Quand même. Je pense que, vu que je l'ai fait il y a très longtemps, ce Twitter, je pense que mon Twitter est, Johanna Massé. Okay. Johanna Mass. C'est ça quand on l'a fait il y a très très longtemps. Parfait. Ouais, mais je m'excuse, au début j'ai dit Johanna Mass parce que quand j'ai reçu votre nom par professeur Adib Ben-Cherif, il n'y avait pas d'accent accent aigu. J'ai pas voulu prendre. Non, ça c'est quelque chose que tout le monde me demande. C'est Massé, mais l'accent a disparu. Ok. Fait que ça s'écrit bien Mass, mais ça se prononce Massé. Donc on peut le dire de toutes les manières. Ouais, j'ai un peu moi aussi le même problème avec mon nom de famille, Prévosto. Il a tendance à être un peu défiguré de temps à autre. C'est à un moment t'es comme. Ouais, c'est ça, on laisse. Je comprends qui vous parlez, puis je laisse couler. Appelle-moi Johanna. C'est comme... Ouais, ça marche. Bon, ben écoutez, un énorme merci pour votre participation. Merci. Puis on vous laissera savoir évidemment quand est-ce que l'épisode va être mis en ligne. Puis on va continuer de suivre vos travaux aussi sur Twitter, puis on va continuer de suivre le développement de vos recherches. Merci, c'était très sympathique. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Non.
Après, hein, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, ça me fait toujours plaisir de parler. Bien sûr. Bon, excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Au revoir. Au revoir.